humide de Courteranche. Puis Fabienne Savary, directrice de la réserve naturelle des Marais d'Orx. Et enfin, Christine Malfoy, présidente du syndicat et de gestion des gorges de l'Ardèche, en tant qu'élue. Voilà, je voulais apporter des éléments de réponse à votre question sur les apports financiers. Du coup, nous, dans le cadre du volet A de ce projet-là, on a testé donc l'approche financière, notamment par une évaluation donc économique des services rendus par les écosystèmes, et on l'a présenté du coup aux acteurs locaux et aux élus lors d'un comité consultatif, quoi. Donc, bon, déjà dans un premier temps, les chiffres obtenus, bon, il y a toute une méthode, des méthodes qui existent, etc. Donc, bon, ça donne des chiffres assez impressionnants. Le budget de notre réserve est de 100 000 € et l'évaluation annuelle et l'évaluation en fait des services écosystémiques rendus donc par nos écosystèmes, pardon, et sont évalués à 150 millions d'euros par an. Donc, c'est des chiffres considérables. Dont 110 millions d'euros par les retombées, globalement tout ce qui est tourisme, bon, mise en valeur touristique, quoi. Donc ça, c'est voilà, des chiffres assez considérables. Je pense que c'est intéressant de travailler sur ces chiffres-là. Lors du débat avec les acteurs locaux et avec les élus, bon, on a discuté des aspects philosophie, faut-il monétariser la nature, etc. Bon, ça c'est un pan qui nous a pris du temps. Mais après, il y a notamment le président de la Comcom qui est intervenu pour dire, bon là, vous nous parlez de chiffres, mais sincèrement, on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres. Vous savez très bien qu'à côté de votre réserve, il y a 3 stations de ski. Si nous on essaye d'évaluer financièrement les retombées économiques des 3 stations de ski, vos 150 millions d'euros par an, franchement, vous serez assez minable, quoi. Donc voilà, du coup, c'est intéressant. Je pense que ça nous apporte des éléments, ça nous fait progresser. Mais voilà, ça peut être perçu par les acteurs locaux de façon différente, quoi, et en opposition par rapport à d'autres types de développement, quoi. Voilà, bon, je voulais juste apporter ça. Alors, si vous voulez réagir par rapport à ce que vient de dire Thierry Leroy, ce que je vous propose, c'est, on ne va pas faire une suite de présentations, c'est un peu rébarbatif, c'est plutôt des échanges vraiment en fonction des témoignages de chacun. Donc, est-ce que vous avez déjà une réaction par rapport, ou des questions par rapport aux témoins qui sont là? Non? On fait une première présentation alors sur votre retour d'expérience. Qui est-ce qui démarre? Thierry Tournevis? Honneur aux dames. Faut attendre un petit peu. J'ai mis sur on. Bonjour à tous. Alors moi, je suis dans un rôle un peu particulier, puisque je suis une élue, donc à vous entendre, soit je suis une espèce invasive, soit une espèce à protéger. Je suis la présidente du syndicat de gestion des gorges de l'Ardèche, qui est géré donc par des collectivités, par des maires qui se sont regroupés il y a plus de 30 ans pour assumer la gestion de cet espace que certains d'entre vous ont découvert l'année dernière. Nous avons donc une longue expérience de la gestion conjointe d'un espace naturel. Et cette gestion est arrivée en quelque sorte à maturité, puisque quand nous avons fêté nos 30 ans, nous avions fait une grande fête avec tous les acteurs locaux, les usagers de la réserve. Et finalement, tous les conflits d'usage se sont au moins ce jour-là calmés. Et on était tous contents de faire la fête ensemble. Moi, j'ai donc répondu au questionnaire sur les 14 items. J'ai choisi ce qui me parlait. J'ai évacué ce qui était évident ou ce qui ne me parlait pas. J'ai trouvé ça intéressant. Et pour tout vous dire, je n'avais pas complètement réalisé que cela servait, je l'ai compris hier soir, à parler à vos élus. Et ça m'a interrogée sur mes pratiques, parce que je me suis dit, bon sang de bonsoir, si les conservateurs ont besoin d'un outil pour parler à leurs élus, c'est que vraiment nous sommes très éloignés.
Alors moi, je suis aussi de formation naturaliste, donc ma sociologie est proche de la vôtre, ce qui fait que mon témoignage est peut-être, et même sûrement, particulier. Et fait aussi que donc, mes liens sont très proches avec mes agents et que j'emploie aussi des techniques qui seraient proches des vôtres. Ça fait longtemps que j'ai entamé les visites de terrain avec mes collègues. J'ai aussi un mandat départemental et la première chose que j'ai entamée, c'est justement de faire des sorties de terrain pour aller à la rencontre des gestionnaires locaux des espaces naturels sensibles qui sont bien souvent des gestionnaires d'espaces protégés par ailleurs. Et c'est vrai que la sortie de terrain, ça change tout parce que derrière un papier et un bureau, voilà, on est chacun confiné dans son rôle et quand on est sur le terrain, on s'ouvre à d'autres relations, le langage se libère, on peut se dire plus de choses, donc effectivement, je ne peux que vous recommander ça. Sur la relation à l'autre, l'élu, alors d'abord j'ai vu le portrait de l'élu qui a été mis en quelques mots, là ça fait peur, donc il est futile, vénal. En fait on a un problème de langage. La personne qui est qualifiée en matière de nature a son jargon propre, c'est un jargon qu'il faut un peu absorber à minima. Donc il y a un problème de vocabulaire commun à créer, il me semble que c'est important. Il y a un niveau de vocabulaire, il faut effectivement trouver le bon niveau de relation. Si vous vous concentrez sur les termes latins, etc., effectivement ça bug très vite, donc il faut trouver un espace de discussion commun. Il y a le problème du temps, ça a été évoqué. Le temps pour rentrer en connexion avec son élu, le temps qui va passer sur son mandat, qu'est-ce qui va se passer le mandat d'après. Donc tout ça, il y a des notions de temporalité qui sont évidemment difficiles. Et puis l'élu, il doit se trouver son rôle aussi. Moi, je considère être une sorte de commercial pour le syndicat. Donc j'essaye d'être une vitrine, une oreille attentive pour trouver des financements. J'essaye de faire le lien aussi avec les services de l'État parce que la difficulté, c'est d'être d'accord sur les attendus aussi. On a parfois une relation difficile avec les services de l'État qui ont des attendus très forts en matière de conservation et qui sont, pour certains, peu au fait aussi des réalités locales et des problèmes qu'on a avec les usagers. Donc pour moi, l'élu, il a un rôle aussi de tampon entre les deux et pour trouver le juste équilibre et le juste milieu. Mais ça, c'est l'expérience de 30 ans et j'imagine bien que ceux qui sont en phase de création d'une réserve, ils ont effectivement d'autres difficultés et d'autres difficultés à se positionner dans le temps. La dernière difficulté pour l'élu, c'est que je crois que c'est très fort ces derniers temps, y compris au niveau national, c'est qu'il y a un positionnement assez démagogique sur ce que peut être la prise en charge de la nature, et qui va d'ailleurs, le pendant, c'est la prise en charge de la culture. Moi, je vis dans une région où nature et culture font les frais, clairement, de la nouvelle mandature régionale. Et donc, il faut aller, c'est très très dur d'aller contre un positionnement purement démagogique. Si dès le départ, on a défini que nature et culture, c'était des cailloux dans la chaussure et que ça ne rapportait rien et que c'était des freins économiques, effectivement, c'est très compliqué. Donc moi, j'ai noté ces trois freins-là, donc le jargon, le temps et puis le positionnement démago. Charge à nous, les élus de terrain, d'aller effectivement prendre le bâton de pèlerin et puis d'aller faire la promotion de ces espaces-là. Voilà, mais ça m'a fait réfléchir sur ma façon d'être et la manière dont je peux être utile pour ma réserve, non pas forcément à l'intérieur, mais vers l'extérieur aussi et vers les autres élus. Voilà. Merci pour ce témoignage, en sachant que pour nous c'est très utile justement de faire avec vous pour que ça soit pertinent. Et je pense, je vais laisser, je veux pas. Il avait été évoqué aussi la notion justement d'avoir des élus relais comme vous pour permettre de poursuivre et même dans la pérennité des remplacements des élus, qu'on ait des personnes relais, personnes ressources qui soient élues et qui puissent améliorer la relation, enfin maintenir une relation et une meilleure compréhension avec les organismes gestionnaires. Est-ce que vous avez des réactions ? Des réflexions. Oui, enfin tu évoquais, je pense que tu restes peut-être un cas particulier sur l'identité environnementale que tu as dès le départ.
Et il y a des études, enfin il y a le Muséum d'histoire naturelle qui travaille sur la notion d'identité environnementale. Et je pense qu'il y a encore beaucoup d'élus ou de parcours qui font que nos élus n'ont pas d'identité environnementale de base. Et donc il y a encore ce travail à faire, je pense, voilà. Et donc peut-être encore une exception, mais il y en a peut-être de plus en plus. Et une autre réaction? Merci. Quand tu parlais de ton parcours par rapport à la sensibilité naturaliste, ma question c'est à savoir, est-ce que les élus qui sont autour de toi dans les mandatures sont prêts à prendre le relais en cas de changement de direction professionnelle ou d'évolution de mandature? Est-ce qu'il y a des gens qui sont autant impliqués que toi dans ces thématiques-là? Alors, en fait, concrètement, il y a 16 communes qui gèrent la réserve naturelle nationale, 8 qui sont au cœur de nature, vraiment la réserve, et puis après, on expérimente à peu près tous les dispositifs de classement, donc du coup, ça s'est étendu. Au dernier renouvellement des maires, il se trouve qu'on n'était que 2 à être des anciens, entre guillemets, de l'ancienne mandature. Moi, j'avais fait mes armes en étant adjointe à la mairie et en étant déléguée au syndicat parce que... de par ma formation, quand j'ai vu cet outil, je me suis dit il faut que j'y aille, ça va me faire respirer un peu. J'ai trouvé des gens voilà, qui ont le même fond que moi, d'un point de vue technique. Et donc j'ai fait mes armes, mais c'était aussi, il faut le dire, difficile pour moi, parce que j'ai parfois été de votre côté. Et avoir un rôle d'élu, c'est un rôle complètement différent. Donc j'ai fait mon apprentissage d'élu, et après, quand on a été renouvelé, on n'était que 2. Et donc les autres maires, finalement, m'ont confié la gestion du bébé, parce que j'avais ce profil un peu atypique, justement, qui permet de sortir du jargon et d'expliquer un peu de manière très pragmatique les choses. Et donc, se posera la question, effectivement, en 2020 de la continuité. Mais je ne sais pas qui va être élu au prochain renouvellement. Et ils auront, de toute façon, qui que ce soit, aura une sensibilité différente. Et après tout... sauf à être vraiment en totale opposition, mais si c'est quelqu'un qui a une certaine sensibilité, eh bien, le syndicat continuera à avancer avec, je dirais, un peu en crabe, quoi. On pousse un peu plus d'un côté, puis après un peu plus de l'autre. Mais on ne peut pas demander à un élu d'avoir... on a les élus qu'on mérite. Le territoire va élire des élus qui... sont censés lui ressembler. Alors en termes d'âge, de sexe, etc., on sait que c'est pas vrai. Mais c'est très difficile. Moi, je ne peux pas faire le pari de la continuité. Ce que je peux faire, c'est contribuer à asseoir encore plus le syndicat en m'appuyant sur la technicité des techniciens. Eux, leur aura est indéniable. Ce sont des personnes ressources pour le territoire. Personne ne discute cela. On a créé des liens spécifiques avec les élus. On les aide notamment sur l'élaboration de leur PLU. On s'est dit qu'en les aidant sur le volet DD du règlement et en ayant des liens de ce type-là avec le syndicat, forcément, ça allait encore asseoir le syndicat en termes d'ingénierie territoriale et créer des liens. On les aide aussi sur la création d'animations sportives avec le dossier... à remplir pour les services de l'État. Donc ça fait des liens aussi là-dessus. Ça, indéniablement, ça ne disparaîtra pas. Parce que ce sont des outils qui sont utilisés au quotidien et ça perdurera. Après, moi, j'essaye d'être le VRP et j'espère qu'à la fin de mon mandat de présidente, eh bien, les gens seront complètement convaincus que cet outil-là ne doit pas disparaître. On est un cas particulier en termes de réforme territoriale. On est assis sur 2 départements, 2 régions. On a des missions particulières, donc on ne peut pas disparaître. On ne va pas être absorbé dans une agglo, dans une comcom. Donc, a priori, ça va perdurer. Mais c'est très, très difficile de dire est-ce qu'après moi, quelqu'un sera des mêmes sentiments. Puis moi, je ne suis pas persuadée d'être le prototype parfait de la présidente. J'ai aussi mes défauts. Mais bon, voilà, c'est un temps à exploiter pour la structure. On m'a dit qu'il fallait se lever pour la caméra. Donc, je voulais revenir un instant sur la question des visites sur le terrain partagées.
puisqu'on a la chance d'avoir des élus là parmi nous. Effectivement, moi je me suis fait souvent la réflexion que lorsqu'on arrive à aller ensemble sur le terrain entre techniciens, et je m'inclus dedans, et élus, on a fait 80% du travail, parce qu'une fois sur le terrain, les choses sont beaucoup plus simples, on voit la même chose, on comprend les choses, on peut échanger, et puis on est dans un contexte plus détendu, etc. Il y a beaucoup de barrières qui sont levées d'un seul coup. Mais par contre, j'ai toujours énormément de mal, dans beaucoup de cas, à convaincre et à arriver à obtenir que les élus viennent sur le terrain. Il faut parfois des années avant que l'élu accepte, au lieu de nous rencontrer dans un bureau, de venir 1 heure sur le terrain avec nous. Et donc la question que je pose, et la remarque que je me suis faite plusieurs fois, c'est que ça marchait effectivement beaucoup mieux lorsque ce n'est pas nous qui invitons les élus à venir sur le terrain, mais lorsque c'est un autre élu qui invite ses collègues à venir sur le terrain, et là, en général, ça marche. Et donc, quelle recette vous avez, vous, pour convaincre vos collègues élus de venir sur le terrain? Qu'est-ce qui fait que ça marche quand vous leur proposez? Parce qu'effectivement, j'aimerais pouvoir multiplier ces occasions de rencontres sur le terrain. Alors en fait, au syndicat, bizarrement, ça marche pas très bien. C'est-à-dire que depuis que j'ai été élue en 2014, j'ai dit, allez, on fait une première réunion d'initiation, en quelque sorte, des nouveaux élus. C'est pas péjoratif. Et donc là, par contre, on a fait le plein. Ils sont tous venus, on a mobilisé les agents. Donc les gardes nous attendaient à un point particulier, un point dominant, pour expliquer, bon je vous rappelle, c'est une petite réserve pour ceux qui étaient là, donc pour expliquer voilà le territoire, voilà ce que font les gardes. Ensuite on est allé aux aires de bivouac, puisqu'on a des bivouacs obligatoires. Les agents de bivouac ont expliqué leur mission, leurs difficultés, etc. Ensuite on est allé à l'aire pédagogique. Enfin, on a essayé d'être très pragmatique sur les missions du syndicat. Ça a permis aux nouveaux élus de rencontrer les techniciens aussi, dans leur mission, puis les techniciens étaient bien contents de valoriser leur travail et puis aussi de glisser 1 ou 2 difficultés. On sait comment sont les techniciens. Je me lâche parce que j'en ai pris plein mon compte en tant qu'élu. Et donc on a fait ça. Et tous les ans, je génère une nouvelle réunion sur une autre partie de la réserve et sur une autre thématique. Et bizarrement, ça marche plus ou moins bien. Il faut l'avouer, c'est un peu toujours les mêmes qui ont envie de le faire. En tant que conseillère départementale, j'élargis un peu parce que c'est le vrai sujet. Quand j'ai été nommée, je me suis dit, allez, je vais à la rencontre des territoires gestionnaires de mes ENS. Donc je convoque mes collègues élus qui sont gestionnaires en local de ces espaces naturels avec leurs techniciens et on fait une tournée de terrain. Et bien bizarrement, ils étaient tous contents parce que jamais de conseiller départemental ne vient sur le territoire discuter du sujet et aller visiter la chose. Donc il faut créer l'opportunité et finalement, ça va être la 3e année que je le fais et alors ça marche à tous les coups. Et j'ai des élus qui me disent « Oui, ben moi, j'ai été nommé président du site ENS parce que, en gros, j'étais aux toilettes et personne ne voulait y aller. » Je vous jure que c'est vrai. Je suis revenue, ils m'ont dit que c'était moi. En plus, votre truc, là, faut pas que ça m'empêche de tourner en rond. Donc, je vous accueille parce que c'est l'accueil républicain, entre guillemets. Mais franchement, j'ai pas envie d'être là. Ce à quoi, moi, j'ai répondu « Ok ». Mais c'est dommage parce qu'après le temps de travail très court sur table, 1 heure pour se présenter, après, on va sur le terrain. Et quand on va sur le terrain et qu'on croise dans le blanc des yeux un rapace, par exemple, très rare, c'était notre cas ce jour-là, et ben forcément, la personne, finalement, a dit « Ah, oui, on a incarné, en fait, l'objet de la préservation, et en fait, elle est restée toute la journée. Et cette année, je vais la retrouver. » Alors qu'au départ, elle n'était vraiment pas partie pour rester, et c'était sur le papier un très mauvais gestionnaire de site. Plutôt un pied dans ma chaussure. Donc j'ai créé une nouvelle chose. Il faut que vous trouviez un élu référent qui invite un collègue sur un temps peut-être court. Il ne faut pas oublier l'apéro. J'ai vu que c'était fédérateur, ça marche à tous les coups. Et faut imaginer. Mais c'est vrai que les sorties de terrain, c'est des choses qui se pratiquent peu. Et c'est pourtant là que tout se fait, me semble-t-il aussi. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai senti. Je pense que ça serait bien d'avoir des retours des témoignages. Ouais, nous, on essaye de faire des sorties. On y arrive assez bien. En fait, on multiplie les approches différentes, les acteurs différents et les invitations différentes, quoi. C'est-à-dire qu'un coup, ça va être le maire du village qui va inviter le conseil communautaire. Un coup, ça va être le préfet, la sous-préfète qui va inviter le comité consultatif à aller sur le terrain. Un coup, ça va être le président de la Comcom. Voilà. Du coup, on multiplie. C'est pas forcément nous, le gestionnaire, le parc, qui invite. C'est
bon, c'est les autres, quoi. Et du coup, nous, on accompagne souvent uniquement la sortie. Effectivement, le côté apéro marche bien. Le maire, par exemple, quand il avait invité la Comcom, on avait pique-niqué dehors. Bon, c'était pas un pique-nique comme on a eu hier, hein. C'était un pique-nique, c'était copieux. Oui, bon, bah voilà, c'est dit. Copieux et arrosé et riche en protéines. C'était très sympa. Mais du coup, c'est bon, voilà. L'idée, c'est de diversifier. C'est mentionné, hein, de toute façon, dans les livrables du CEREMA. C'est diversifier, je pense, les types d'invitations et diversifier les types de balades aussi. Parce qu'on a toujours tendance à refaire un peu la même balade. Du coup, il faut penser des balades différentes. Nous, on fait aussi pas mal des inaugurations. On essaye d'inaugurer les choses le plus possible. Quand on a restauré un sentier, par exemple, on essaye de faire une inauguration. C'est la sous-préfète qui invite. Bon, voilà. On essaye de faire des cérémonies, des événementiels où on invite les élus, quoi. Je pense qu'on peut rappeler un élément qui est ressorti fort par rapport à ce travail-là. C'était aussi pour comment faire venir l'élu, c'est le valoriser par rapport aux médias. On fait une manifestation et on demande à l'élu d'être là et que ce soit lui qui... Alors après, voilà, il y a tous des contextes, des précautions, etc. Mais qui présente aussi l'événementiel sur le territoire. Ça faisait une partie des petites clés possibles en sachant toutes les précautions par rapport aux problématiques de territoire. J'aimerais peut-être passer la parole à Fabienne Savary, directrice de la réserve naturelle des Marais d'Orx, pour avoir son retour d'expérience sur ce projet. Merci. Alors, moi, la participation dans ce projet, donc il y avait d'abord principalement l'implication de la réserve naturelle dans l'axe 1, où on a participé à une étude. Donc nous, on y a vu un intérêt, donc ça s'est fait même un petit peu au dernier moment. On a eu un intérêt très opérationnel parce qu'on avait une problématique à mettre en avant. Sur le deuxième axe des messages, bon, j'ai participé, mais c'est vrai que c'était un peu plus sur donner un avis dans la démarche. Donc je reviens sur l'axe 1. Donc on a fait une étude pour essayer de déterminer la valeur ajoutée d'un mode de gestion. Alors nous, notre problématique, c'était qu'on était face à des remarques récurrentes, alors pas d'un élu en particulier ou d'un groupe d'élus, mais plutôt de financeurs en général. Et en particulier, par exemple, de l'agence de l'eau, qui est un gros financeur pour nous, puisqu'on est une zone humide, donc c'est quand même 30 ou 40% de notre budget. Et également des collègues au conseil départemental ou avec des questions récurrentes, puisqu'on est, pour vous resituer, une réserve naturelle qui est un pôle d'air, donc qui est géré de façon artificielle. On a des digues, des canaux de ceinture, et on gère les niveaux d'eau par pompage, comme ça a été créé par Napoléon. Donc on a le même outil de gestion hydraulique. Donc on a des problèmes, on tamponne des crues. Donc on a à la fois un objectif de gestion hydraulique et des objectifs de gestion naturaliste. Et on a toujours ces digues. Donc lors de crues très importantes, on a des digues qui peuvent souffrir et il arrive une fois tous les 10 ans qu'une digue cède et qu'il faut réparer pour éviter l'inondation d'une route départementale, pour éviter que des habitations soient peut-être impactées. Et donc on demande aux financeurs de nous aider dans la réparation de cette digue. Et on a toujours des questions récurrentes qui sont intéressantes sur le retour à un état naturel du marais. Pourquoi on s'entête à réparer des digues? Donc c'est un débat qui revient. Alors c'est soit peut-être du manque de connaissances sur le terrain. Nous, on a le nez dans le guidon, on a nos arguments.
on est toujours à défendre ce maintien des digues en argumentant que c'est favorable pour la biodiversité, qu'on a des activités socio-économiques autour et que si on revient à un état naturel, ça peut avoir des conséquences. Et donc, nous, l'opportunité, ça a été d'évaluer les différents services que pouvait rendre la réserve naturelle dans ce mode de gestion de maintien de digues, par exemple, par rapport à 2 scénarios d'effacement partiel des digues ou de retour total à un marais où il n'y avait plus du tout de digues et de gestion hydraulique. Donc l'exercice, il a été très intéressant. Alors c'est une méthode où on a des scénarios, on a utilisé des cartes de la zone humide avant la poldérisation à l'époque napoléonienne pour essayer de comparer des cotes de gestion des niveaux d'eau. Donc par rapport à l'état actuel, c'était des cotes qui étaient à 7 mètres, 10 mètres au-dessus de ce qu'on connaissait. Donc l'idée, c'était de montrer dans les différentes valeurs que pouvait avoir la réserve naturelle, les services rendus par la régulation, la régulation des inondations, la perte au niveau des circuits de visite qui sont aménagés aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on peut se projeter à 50 ans, peut-être que les circuits peuvent être ailleurs, effectivement. Mais il y a des habitations, il y a des usines, il y a des industries, donc ça avait quand même pas mal de conséquences. Et donc, les résultats ont montré que la perte était essentiellement au niveau du paysage et la régulation des inondations. Mais en fait, cette étude, c'était surtout une façon de répondre à nos partenaires qui nous disent, bon, c'est votre avis qu'il faut maintenir les digues, c'est votre avis que c'est bénéfique à la biodiversité, mais on a besoin de preuves. Et donc là, c'était une bonne occasion d'essayer de quantifier le service que pouvait rendre ce mode de gestion-là. Donc ça, c'était très intéressant pour nous de faire cet exercice. Pour l'instant, il n'a pas été présenté parce qu'on a eu d'autres projets assez importants et c'est pas venu encore en présentation devant les partenaires, mais ça a été diffusé, le rapport a été diffusé un petit peu au cas par cas. On a également complété cette étude avec le CEREMA aussi sur une partie d'études hydrauliques pour affiner un petit peu nos résultats. Et donc je pense qu'on sera peut-être amené à présenter les 2 études en parallèle. Et voilà, donc là, je serai à même de parler peut-être des réactions. Donc voilà l'intérêt de participer à ce projet. Donc pour nous, c'était vraiment très opérationnel. Ça nous a permis, enfin j'espère, ça nous permettra d'avoir du poids et de donner un regard extérieur à nos arguments et puis peut-être aussi de nous dire que peut-être on se trompe. Voilà, donc ça permet de vérifier certaines choses. Et puis sur les messages, par rapport à ce que j'entends, c'est vrai que là peut-être on a fait l'exercice de tester ces messages qui peuvent paraître évidents, donc des fois on a du mal à le commenter parce que c'est des messages assez évidents. Moi j'ai trouvé que c'était intéressant sur la partie mettre en forme des choses que peut-être on pense, mais de l'écrire, alors ça peut paraître brutal du coup, parce qu'on fait des catégories, mais en sociologie, là, c'est intéressant aussi pour tous les acteurs, même en gestion de personnel, en gestion de conflit, d'essayer d'éprouver nos messages et de les confronter à des profils en fait de personnes à qui on peut avoir affaire. Et peut-être que ça peut être intéressant aussi, je pense, par exemple, je reviens sur peut-être les rendus au niveau de la réforme territoriale, etc. C'est vrai que quand il y a des nouveaux agents, il y a des très bons gardes naturalistes qui intègrent les réserves naturelles, des jeunes, et qui sont des fois totalement déconnectés de la réalité du fonctionnement territorial et qui sont voilà. Et je pense qu'il y a des choses qui peuvent être utiles et voilà, qui peuvent être expliquées et être utile à des nouveaux arrivants aussi dans nos structures. Donc voilà, après je vais juste rajouter sur les visites de terrain, pour rebondir là sur les élus, c'est vrai que c'est pas facile de faire venir les élus sur le terrain. Nous on a de nouveaux élus depuis peu, donc on a réussi à, bien sûr il était évident de faire venir nos élus, notre nouveau président du syndicat mixte, puisqu'on a aussi un syndicat mixte qui regroupe la région, le département et la communauté de communes. Donc bon, il viendra en juillet, donc on est content, mais il faut 3 mois pour caler une date et commencer à parler des dossiers.
On essaye, on a des comités consultatifs de gestion, donc là, c'est de la décision. Donc, on essaye de réfléchir à des comités de site pour réfléchir à des problématiques en amont. Mais déjà, quand on fait la liste, on se dit, déjà, je reviens sur les élus régionaux, ils viendront jamais, et ils ne viennent jamais. Excusez-moi mais c'est assez difficile parce qu'ils sont sollicités, et donc c'est compliqué. Et je constate que effectivement, les inaugurations, on a fait des gros travaux d'aménagement, donc une inauguration qui permet de montrer tout le travail qui peut-être a été très long, des projets qui peuvent durer 10 ans à être réalisés. Bon, là, ils sont contents de venir, de montrer ce qu'ils ont tous réussi à faire, parce qu'ils ont réussi c'est aussi eux, parce qu'en fait, quand le projet se réalise, c'est quand ils ont réussi à débloquer et à s'entendre pour que ce projet se concrétise. Donc, ils sont contents aussi de venir le valoriser. Et puis, donc, voilà. Et puis, d'autres exemples qui sont un peu plus anodins, mais voilà, une exposition d'artistes locaux. On fait un petit vernissage. C'est des artistes de la commune. Bon, là, il y a tous les élus locaux qui viennent, alors qu'on ne va pas forcément parler de biodiversité ou d'enjeux, mais ils viennent sur la réserve et ils occupent les lieux. Et on les ramène petit à petit sur des sujets un peu détournés à venir. Voilà. Merci bien, Fabien. Ça illustre bien, en fait, ce qui ressort après sur les fiches. C'est rebondir sur l'activité locale, pour permettre à l'élu d'être en meilleure relation avec la réserve naturelle. Et on le voit dans les fiches de rendu, mais aussi, comme tu l'as précisé, j'ai perdu le fil. Il y avait... tiens, j'en profite le temps que, oui. pour compléter quelque chose sur les messages, ce que j'ai entendu tout à l'heure, peut-être qui n'était pas très clair, ou peut-être qu'on l'a... C'est qu'en fait, on a travaillé sur des messages qui sont très évidents. En fait, on se demande un peu à quoi ça va nous servir. Ça dépend de notre relation à l'élu. Mais en fait, ce qui est important, c'est de décliner en parallèle qu'est-ce qu'on propose pour comment on véhicule ce message. On avait parlé d'organiser ces sorties, enfin des outils pratiques. Donc, voilà. De bien le mettre en lien entre les messages et des propositions de solutions pour évoquer ce message-là. Et peut-être que le lien, ou même pour moi, n'était pas très clair parce que c'est la phase suivante, peut-être. Oui. Mais en fait, ça... À l'issue du processus, c'est peut-être plus clair de voir pourquoi on travaille sur des messages aussi évidents et sur les outils, justement, ces petits messages clés avec les petits outils techniques, est-ce que maintenant ça vous parle et il y en a que vous vous dites, oui, c'est évident, je vais les utiliser? Ce que je trouvais intéressant dans nos discussions, en fait, quand on a fait la réunion avec les conservateurs, c'est qu'on partait d'un message de nos expériences et on a parlé aussi d'ancrage territorial, comment d'assister à des invitations, d'aller des choses auxquelles on pose sur noir sur blanc des choses qu'on peut faire pour établir le contact avec les élus et au territoire. Donc en fait, c'était intéressant de prendre du recul sur ces choses-là. Thierry Tournebi, tu pouvais nous dire un petit mot sur ton retour d'expérience et les messages clés? Alors, moi, ça va être juste plutôt un témoignage. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit par rapport à l'étude. Je pense que l'étude nous a permis de formaliser des choses qu'on met en œuvre déjà depuis 20 ans ou 30 ans. Ça nous a permis de prendre du recul, peut-être, de se remettre en question sur certaines pratiques. Mais je pense que pour la plupart d'entre nous, on travaille déjà avec les élus depuis de nombreuses années. Et c'est pas la cible unique, c'est pas l'élu parce qu'il y a un problème avec l'élu, j'ai bien entendu et je suis d'accord avec ça, c'est vraiment comment intégrer sa réserve dans un projet de territoire et avec l'ensemble des acteurs locaux. Par rapport à d'autres questionnements qui ont vu le jour aussi, il y a eu peut-être une confusion entre le conservateur qui a un lien particulier, une relation privilégiée avec son élu, avec ses élus, et qui n'est pas forcément un élu, et les gestionnaires, et je vais prendre le cas particulier de la réserve de Courterange qui a participé à cette étude, qui est gérée par le Parc naturel régional de la Forêt d'Orient, qui gère également une réserve naturelle nationale depuis 2002.
Donc ce sont les élus qui gèrent ces 2 réserves. Donc ça, c'était un point important. Comme les élus d'un syndicat mixte gèrent les gorges de l'Ardèche, ce sont les élus qui gèrent. Le conservateur n'est que l'outil et la main armée des élus pour la mise en œuvre des plans de gestion de la réserve. Donc ça, c'est important de rappeler ça. Je vais prendre cet exemple de réserve parce qu'il y a des télescopages entre le local, le régional et le national qui peuvent être assez illustratifs. La réserve de Courterange a vu le jour en 2010 et en fait, elle est l'aboutissement de 20 ans de travail sur un site de prairies humides inondables, propriété aux 3/4 d'une commune de Courterange, donc initiée par la commune de Courterange et portée par le parc régional, qui a abouti en 2010 avec l'avènement, la possibilité pour les régions de classer les réserves régionales. Donc, terrain conquis, avec un projet qui a abouti, qui a été partagé, qui a été expliqué, qui a été vécu sur le terrain, grâce au maire de la mandature précédente, qui a vraiment tout fait pour créer cette réserve. Et le parc n'a été qu'un appui technique d'ingénierie sur ce projet. Après, ce projet s'intègre dans un niveau plus territorial du parc. Le parc qui est confronté aux réformes territoriales. On a parlé de la loi NOTRe, des transferts de compétences. On a parlé aussi, ça a été peu évoqué, de la réforme des régions, avec la région Grand Est, qui maintenant regroupe un certain nombre de réserves régionales. On a parlé très peu d'un contexte budgétaire qui est prégnant pour les parcs naturels régionaux. Donc ce contexte budgétaire fait que les parcs peuvent remettre en question, les élus des parcs peuvent remettre en question la gestion des réserves qui sont gérées par les parcs. Je vais vous prendre des exemples caricaturaux. Les élus du parc qui disent tant que ça ne coûte rien au parc, peut-être très schématique. Donc il y a un contexte local favorable, des messages qui passent très bien avec des acteurs locaux, avec les conseillers municipaux, mais un contexte au niveau du parc qui est peut-être plus délicat et au niveau régional avec des difficultés pour mobiliser les élus régionaux, c'est ce qui a déjà été dit. Donc par rapport à ça, je reviens sur ce que je voulais dire, c'est l'intégration de la réserve à un projet de territoire. Il faut, je pense, qu'on sorte de sa réserve, il faut qu'on implique nos acteurs locaux, certes sur nos territoires protégés, mais dans d'autres actions du projet de territoire, en l'occurrence chez nous, c'est le projet de parc. Donc je vais prendre des exemples concrets. Le maire de la commune de Courterange est notre référent zéro phyto sur tout un projet d'animation avec toutes les communes du parc sur l'utilisation ou la non-utilisation de produits phytocides. Le maire de cette commune participe à d'autres ateliers sur le territoire du parc, donc il s'implique sur le territoire du parc et pas exclusivement, uniquement sur le projet de réserve régionale. Ça, c'est un exemple. Autre exemple, la valorisation des produits de la réserve qui sont, donc la réserve, c'est 28 hectares de prairies humides, je vous l'ai dit, exploités en fauche tardive, avec des exploitants agricoles, et du pâturage avec des chevaux rustiques, des Koenig Polski pour partie. Donc, l'objectif aussi, pour nous, ça va être de valoriser, de marquer le foin de cette réserve qui va être utilisé par un éleveur laitier en bio, donc avec une plus-value, une valeur ajoutée des produits de cette réserve pour l'exploitation agricole. Un autre exemple, cette réserve a subi aussi des critiques parce que petite réserve, gros financement, ça coûte cher pour 28 hectares, un budget qui varie entre 60 et 80 000 euros à l'origine des premières années de la réserve. Donc vis-à-vis de nos financeurs, que ce soit l'agence de l'eau ou la région, il a fallu justifier de l'utilisation de ces crédits, de la mise à disposition d'un garde animateur au début à temps complet sur 28 hectares de réserve régionale. Donc on a élargi les compétences et les missions du garde animateur sur des opérations de veille foncière et pour mobiliser des financements de l'agence de l'eau, notamment, pour acquérir sous maîtrise d'ouvrage de la commune de Courterange des prairies humides périphériques à la réserve, donc avec un gros travail de sensibilisation et de communication auprès des propriétaires riverains ou des quelques privés encore à l'intérieur du périmètre. Et donc la réserve, l'objectif aussi, mais pas exclusif, c'est d'étendre le périmètre de cette réserve sous maîtrise foncière communale pour qu'à terme, cette réserve puisse être un peu plus représentative du cortège de zones humides de la vallée de Seine, dans le secteur, et puisse mieux contribuer au fonctionnement écologique des corridors écologiques au niveau de notre territoire parc régional,
mais au niveau du territoire régional, ancienne région et nouvelle région. Donc, pour que cette réserve soit également intégrée au projet mené par la région Grand Est sur l'interparc de la région Grand Est. Donc, il y a un gros travail fait sur l'interparc de la région Grand Est en termes de protection, préservation de la nature, projet de territoire, éducation à l'environnement. Donc, les réserves sont vraiment des outils, ça a été dit, je le répète, et notamment les réserves régionales. Et puis ensuite, au niveau de la région Grand Est, comme dans d'autres régions depuis de nombreuses années, intégrer ça dans le réseau des gestionnaires des espaces protégés de la région Grand Est, avec des échanges d'expériences, des retours d'expérience, des accueils ou des visites d'élus de différentes réserves. Et je voulais prendre l'exemple tout à l'heure, je faisais des signes à Luc, par rapport à ces délégations d'élus du secteur Cap et Marais d'Opale qui sont venus nous rendre visite en Forêt d'Orient. Donc ça, c'est des échanges qui sont très enrichissants pour les techniciens des différents sites et pour les élus des différents sites. Et ça, je pense qu'on pourrait le multiplier, nous, au sein du réseau, pour avoir ces échanges comme on peut le faire à l'occasion des congrès des parcs, notamment, où là, élus et techniciens sont vraiment intimement liés et on profite de ces moments conviviaux, certes, mais pour échanger, pour travailler. Je ne sais pas si déjà s'il pouvait y avoir des réactions dans la salle, des échanges, notamment tout autour. Ça fait partie des messages, comme quoi les réserves naturelles sont des outils de mise en œuvre des politiques publiques à différents échelons. Et ça ressortait bien déjà dans le volet A. Des interrogations, on va prendre quelques questions. Et au niveau de la logistique, après on ira faire la pause. On poursuivra les échanges et on aura la présentation donc par la Martinique de leur démarche de territoire pour la gestion des milieux aquatiques. Alors bonjour, donc Fanny, je travaille pour RNF sur la mission de coordination des réserves en Guyane, donc je remets un petit peu d'outre-mer dans ces grandes thématiques. Donc on est surtout sur des retours d'expérience métropolitains, mais c'est très intéressant d'avoir aussi le contexte outre-mer où on est encore sur des régions qui ont un besoin très fort en développement. Je connais plus particulièrement donc la Guyane où en fait on a des élus qui sont très peu sensibles, on va dire de manière globale à l'environnement puisque pour eux il est partout et donc on est encore sur des besoins de construction d'infrastructures, de routes, de confort social, de construction de logements, etc. Donc c'est souvent des élus qui sont plutôt réticents, peu sensibles, on va dire, aux problématiques environnementales. Quand on parle, je vois sur les messages clés des biens communs, la réponse qui nous est souvent faite, c'est il n'est pas tellement commun puisqu'il y a une réglementation et qu'on n'a plus le droit d'y aller. Donc c'est souvent un peu difficile de contrebalancer ça. Et du coup, je comprends bien ce que vous nous dites quand vous avez, il y a une approche en fait à la fois, je pense, une formation. Le pas doit être fait des deux côtés. Le conservateur doit faire un pas important pour prendre contact avec son élu et mieux le comprendre. Et l'élu, dans l'autre sens, doit aussi faire un pas important. Donc je pense qu'en effet, il y a des liens à faire sur une connaissance de l'un et de l'autre qui sont vraiment importants dans les deux sens. Et j'aimerais avoir vos retours d'expérience sur le fait que j'ai l'impression, en tout cas pour la Guyane, ça se retrouve peut-être sur d'autres territoires, que la réserve doit donc sortir de son territoire. Et j'apprécie beaucoup le fait que vous dites s'intégrer dans un projet de territoire, dans un contexte où le territoire est donc sur, on va dire, beaucoup de construction encore, donc avec tout ce qui implique derrière de destruction d'espaces naturels. Comment la réserve peut trouver son rôle? Et on a l'impression des fois que son terrain d'entente, c'est le tourisme, le sport et l'éducation à l'environnement, qui sont en partie ses missions, mais des fois, ou alors il faut faire de la communication avec les élus. Alors on a entendu, j'ai aussi beaucoup apprécié le fait qu'il faut faire un repas copieux, festif, etc. Mais c'est très vrai. Nous, on a une réserve où en fait, on accueille les élus, mais dès qu'on accueille nos élus, on a l'impression qu'il faut avoir une logistique de fou, des moyens de fou. Et en fait, on a l'impression de... Ma question, ça va être un petit peu comment les réserves font pour plaire à leurs élus ou approcher leurs élus sans avoir l'impression de se travestir. Parce que des fois, en fait, on a l'impression qu'il faut faire beaucoup de communication, que ça peut devenir cher et que c'est en termes de logistique. Alors nous, en plus, on est sur des réserves qui sont isolées, donc c'est souvent des logistiques importantes, des moyens importants et clairement, on va avoir d'autres acteurs, on va dire nos pairs au niveau écologique, qui vont nous dire est-ce que vous êtes vraiment efficace ? Parce qu'on vous attend par contre sur des résultats de conservation, préservation de la biodiversité et on a l'impression que vous faites
du bling-bling. Excusez-moi de mettre les pieds dans le plat, mais j'aimerais beaucoup vous faire réagir sur ces questions-là qui sont vraiment aussi le fond de ce qu'on vit, notamment en Guyane. Juste avant de passer la parole à Christine, on n'est pas là forcément pour plaire à nos élus. Parfois, ça peut même être conflictuel, litigieux. Chacun doit garder raison, garder son rôle, ses responsabilités, ses devoirs, ses obligations. Mais parfois, il faut expliquer aux élus, alors avec la méthode et la diplomatie qui va avec, qui sont parfois pas toujours dans le vrai. Si on n'est pas là forcément pour plaire aux élus et pour faire ce qu'ils veulent. Enfin, ça, c'est ma position particulière. Ensuite, les liens entre la réserve et les élus, c'est des liens entre... c'est des liens souvent... Ils sont en train de me titiller là. C'est des liens humains avant tout. Donc j'insiste là-dessus. C'est pour ça que je disais le rôle du conservateur est primordial dans les liens entre la réserve et son équipe et son patrimoine et tout ce qu'elle représente et les élus, quels qu'ils soient. Alors, je prenais l'exemple d'un parc régional. Je travaille dans des parcs depuis plus de 30 ans. Les élus des parcs qui sont en principe des élus sensibilisés, motivés, mobilisés pour la conservation de la nature, mais pas que pour la conservation de la nature, sont parfois les élus qu'il faut motiver et à qui il faut expliquer en premier. Ce n'est pas forcément les plus impliqués dans la conservation de la nature, par rapport à d'autres élus régionaux, par exemple, qu'on voit peut-être moins souvent, mais qui prennent vite, qui s'intègrent vite à leur rôle d'élu référent de la réserve régionale, ce qui a été le cas chez nous pour ça. Donc j'insiste là-dessus sur les liens forts entre les hommes et les femmes qui travaillent sur le terrain. Ouais. Moi, là où je vais vous rejoindre, c'est que je trouve que c'est très ingrat pour vous d'être obligé d'organiser des réceptions de consommation de l'aura qu'a votre réserve pour faire venir vos élus, sachant que c'est pas parce qu'ils vont venir consommer un ballon de rouge qu'à la fin ce seront les meilleurs ambassadeurs du site. Et je trouve ça effectivement très ingrat et je relativise l'impact positif que peut avoir une inauguration, parce que si c'est pour faire venir un élu qui va venir 20 minutes couper un ruban et qui s'en va après son ballon de rouge, effectivement, je ne suis pas sûre que ça soit très efficace. Et c'est une élue qui le dit. Derrière, vous transmettez des valeurs, effectivement, sur le bien commun, les aménités de la réserve, etc. Et ça ne se fait pas en 20 minutes autour d'une paire de ciseaux. Donc, effectivement, je trouve ça très ingrat. Il y a deux types d'élus. Il y a ceux qui sont là par défaut, comme celui que j'évoquais tout à l'heure, parce qu'il faut quelqu'un qui soit nommé à ce machin qui gère une réserve, un parc, etc. Et il y a ceux qui y vont parce que ça les intéresse, mais qui savent très bien qu'ils ne feront jamais une grande carrière d'élu sur cette thématique-là. Et ça, c'est une réalité. Il faut aussi qu'à l'échelle nationale, on inscrive l'environnement, la nature, en filigrane des politiques publiques. Parce que tant que ça sera le truc qui est le poil à gratter, ou l'alibi, voilà, les ENR, etc., la biodive, l'alibi de développement durable, et à côté on y fait plein de choses, ben, ça sera très difficile d'avoir des élus porteurs, effectivement, parce qu'aucun élu n'a fait une grande carrière sur ce sujet-là, à part peut-être l'ex-ministre sortante qui n'a fait que ça toute sa vie. Les autres, c'est très compliqué. On reste les poils à gratter, et d'autant plus quand on est gestionnaire d'une réserve naturelle, ou par délégation de l'État, on a aussi un rôle de police. L'élu a aussi ce rôle-là. En tout cas, s'il assume pleinement sa fonction, il doit être capable de dire aux collègues et aux usagers, non, stop, je vous rappelle que ça ne se fait pas. Et souvent, il le fait en délégation de l'État, qui est moins incarné et donc moins palpable. Et donc, c'est souvent l'élu qui est au premier chef de ce genre de réaction. Voilà, donc je partage votre amertume sur l'organisation d'un apéro, une apéro-party. Il y a une question dans la salle, on en prend une, deux, après on va peut-être faire la pause pour le timing. Merci. Oui, Hervé Goquillard, réserve naturelle de Haute-Savoie et ex-directeur d'une structure qui gérait une RNR, au départ très conflictuelle, et est devenue acceptée et portée par les élus. Et ce qui a été essentiel, c'est la manière de procéder dans la phase de rédaction du plan de gestion. Et les messages portés à ce moment-là, mais au-delà des messages, la capacité à associer les acteurs du territoire et les élus dans le partage du diagnostic et dans les choix de gestion. Et on a peu parlé de ça, et j'ai l'impression que c'est quand même une étape où les messages sont très particuliers et peuvent jouer un rôle déterminant.
Oui, sur la démarche, je ne sais pas si tu veux rebondir, Séverine, sur la démarche participative justement et la concertation. Oui, en fait, je ne sais pas s'il y a vraiment quelque chose de très particulier à répondre à ça, mais le lien entre les deux choses ont bien été identifiés parce que lors de la réunion qu'on a fait en février, la personne de RNF qui travaille sur la méthodologie de rédaction des plans de gestion était là, justement, pour assurer la transversalité entre les travaux. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, mais je ne sais pas comment elle s'en saisira. Enfin, c'est Anne Douard. Hein, qui était là et qui s'assure en fait de faire le lien entre ces travaux. Ce que je peux rajouter en fait à mon niveau, avec mon expérience par rapport à Courterange, ce qui a été important et ce qui a facilité l'aboutissement du projet de réserve régionale, c'est qu'auparavant, les 20 années précédentes, les élus du conseil municipal en particulier ont toujours été associés d'une manière ou d'une autre, alors pas que lors de visites de terrain, on a fait des présentations aux conseils municipaux, toutes les études, tous les inventaires étaient restitués d'une manière quasi systématique en conseils municipaux. Il y avait une page réservée aux prairies humides de Courterange avant qu'elles soient classées 3 à 4 fois dans l'année dans le bulletin municipal. Il y avait des visites avec les écoles, donc il y a un processus. C'est même pas d'appropriation, c'est la commune qui a voulu la protection de cet espace naturel. Donc c'est nous, Parc, on a été juste là comme facilitateurs de ce projet. C'est les élus qui se l'étaient approprié dès le début. Donc vous avez parfaitement raison, dans des contextes favorables, ça marche tout seul, dans d'autres contextes plus délicats, c'est bien avant le classement de la réserve, bien avant la rédaction du premier plan de gestion, il faut travailler avec les acteurs locaux et pas que les élus locaux. Merci. Luc, tu voulais prendre la parole? Ouais, Luc Barbier, moi je suis président du Seine Nord-Pas-de-Calais, puis j'ai aussi géré des réserves, je travaille aussi dans un parc, etc. En vrai, c'est une grande richesse, et puis je trouve aussi qu'on enfonce sans arrêt des portes ouvertes. On a 370 réserves, je pense que je dis pas trop de bêtises. Tous les cas sont particuliers, et en vrai, c'est une énorme richesse parce que les questions qu'on se pose, les réponses se trouvent dans le réseau. C'est-à-dire que je ne suis pas certain qu'aujourd'hui on soit en capacité, moi je connais très bien certains gestionnaires, moins bien d'autres et d'autres pas du tout, et il y a des réponses aux questions qu'on se pose qui se trouvent dans le réseau. Donc il faudrait qu'on réfléchisse aussi comment on est capable d'articuler mieux le réseau pour le faire vivre et permettre aux gens de trouver des réponses. Alors moi je suis un grand adepte de la méthode pyjama, c'est-à-dire de prendre ces élus et de les emmener, mais pas une journée boire un apéro, les emmener une semaine ailleurs en France ou à l'étranger, pour aller voir comment d'autres élus ont trouvé des solutions à des questions qu'on se pose. C'est-à-dire que notre boulot à nous, c'est qu'on a des problématiques auxquelles on n'a pas de réponse. Il y a des territoires qui se sont organisés, qui ont trouvé des solutions, et quand les élus parlent aux élus, ça marche beaucoup mieux que quand un technicien vient expliquer aux élus pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Et du coup, il faut vraiment qu'on se motive fortement dessus, et avec une difficulté qui est que l'environnement, ce n'est pas le focal principal des élus quand ils arrivent en responsabilité, que ce soit dans une commune, une intercommunalité, un département, une région, à part quelques cas particuliers dont on en a un en tribune. Mais en réalité, ce n'est pas leur sujet prioritaire. Donc comment on fait pour accrocher un élu sur une réserve ou sur un espace protégé? Comment on fait pour que la population s'approprie l'espace? Parce que souvent, on fait une réserve et on a la notion de nature sous cloche qui arrive très rapidement et qui nous est reprochée au quotidien. Et en vrai, à quoi on sert les habitants du territoire? À partir du moment où les habitants du territoire s'approprient l'espace, se retrouvent dans l'espace, parce qu'il y a des fois, alors chaque cas est aussi particulier, les élus, forcément, ils accrochent. Parce que quand la population, elle revient sur la réserve, elle trouve son intérêt dessus. Il y a un intérêt pour l'élu d'être présent, de participer, de s'approprier et de revendiquer que c'est aussi sa réserve. Bien, merci bien Luc sur la projection pour l'avenir de cet outil, comment le matérialiser avec notamment la notion de compagnonnage à nourrir, de relais. Ça peut faire partie des kits de sensibilisation pour aller plus loin et permettre la concrétisation de la valeur ajoutée des réserves naturelles sur leur territoire. Donc, nous faisons une petite pause. Comme nous sommes en décalage, je vous propose de nous retrouver à 11h15
pour reprendre l'atelier et avoir encore des échanges et la présentation des démarches en Martinique. Merci à vous.